Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Entreprenez, réentreprenez comme tous les dimanches avec Thomas Binet. Bonjour à vous Thomas. Bonjour Jean-Marie. Au programme aujourd'hui. Eh bien, je vais commencer à vous raconter la saga de l'agitateur culturel, la FNAC. Et on va recevoir comme grand témoin cette semaine Thierry Blandinière, directeur général d'Invivo, Union Coopérative Agricole. Alors, on va demander à notre invité comment peut-on entreprendre aujourd'hui dans le secteur de l'agriculture, étant donné le contexte actuel. Et je terminerai en parlant de micro-management. Quel joli mot. Allez, on va en parler dans un instant. Mais tout de suite, on commence comme chaque semaine en partenariat avec le magazine Entreprendre. Par la saga de la semaine. Vous revenez sur cette marque iconique en France, la FNAC, bien connue pour sa diffusion de produits culturels. Max Terret et André Essel. Voici les noms des deux créateurs de la FNAC qui décidèrent en 1954 de faire du commerce autrement. L'idée est de permettre aux acheteurs d'obtenir des remises commerciales sur du matériel photo, radio, électroménager. Étant donné qu'il y avait 80% des acheteurs qui étaient des cadres, ils transformèrent l'acronyme FNAC de Fédération Nationale d'Achat en Fédération Nationale d'Achat des Cadres. Le succès fut fulgurant et l'expansion nationale avec de multitudes d'ouvertures se mise en marche. Plusieurs magasins à Paris, Lyon, mais aussi en Belgique. Oui, sauf que c'est dans les années 80 que la FNAC va beaucoup évoluer. Elle va le faire comment ? Elle va le faire tout simplement avec les deux fondateurs d'abord qui quittent l'entreprise. Elle est rachetée par les assurances GMF dirigées par Michel Barouin. Le père de François Barouin, ancien ministre et maire de Troyes, décède dans un accident d'avion et est remplacé par Jean-Louis Pétrillat. La FNAC va passer de main en main. Le Crédit Lyonnais, ensuite la famille Pinault et va commencer à rencontrer de grosses difficultés. Au début des années 2000, la FNAC annonce un plan de restructuration et supprime 1000 postes. Ils prennent de plein fouet la crise du disque et du livre. En 2010, la FNAC se sépare de la FNAC Éveil et Jeux, pourtant un beau fleuron du groupe. Mais cela ne repart pas et les suppressions d'emplois se succèdent, ainsi que les dirigeants. Et alors, aujourd'hui, on en est où ? Il y a un peu moins de 10 ans, la FNAC fusionne avec Darty en 2015, donnant naissance à un géant pesant à l'époque 1,2 milliard d'euros. La crise de la Covid va de nouveau fragiliser l'ensemble, mais il va continuer de se muter et de se préparer à l'avenir en se digitalisant fortement, d'autant plus que la concurrence devient féroce. L'ensemble est dirigé par Enrique Martinez, pilotant ainsi les achats de ses 40 millions de clients, et il développe dorénavant des produits de seconde main en complément des gammes habituelles. Eh bien, bonne route à cette marque mythique en France. Allez Thomas, tout de suite on accueille votre invité Thierry Blandinière, directeur général d'Invivo. Alors c'est une union de coopératives agricoles qui rassemble 174 coopératives sociétaires. On est autour de 4 pôles d'activité stratégiques, l'agriculture, le négoce international de grains, l'agroalimentaire, la jardinerie et encore la distribution alimentaire. Rien que ça. Bienvenue à vous Thierry Blandinière. Bonjour, vous êtes l'invité de Thomas Binet sur Sud Radio. Thierry Blandinière, on va s'intéresser dans un instant à Invivo, ce groupement que vous dirigez. Mais avant toute chose, il y a 2 mois, se tenait le Salon de l'agriculture dans le contexte explosif dont nous nous souvenons. Selon vous, est-ce que le gouvernement a pris la mesure de la détresse des agriculteurs et de l'agriculture en France ? On peut dire qu'ils ont commencé à prendre la mesure à l'échelle française, mais aussi à l'échelle européenne. On espère aujourd'hui des actions significatives en ce sens pour prendre en compte le revenu de l'agriculteur, le mettre au centre du dispositif des modèles économiques, que ce soit la petite agriculture ou la grande agriculture, parce que quand on parle d'agriculture, il faut parler des agricultures territoriales, des agricultures filières. La problématique est différente et donc c'est très complexe et il faut que le ministre de l'Agriculture se mobilise, et c'est le cas aujourd'hui, Marc Fesneau, pour apporter des solutions justement à chaque filière et à chaque territoire. Et pour autant, le président de la République, il y a quelques jours, s'est exprimé. Il a dit qu'il n'allait pas courir après les agriculteurs. Il a même dit aux agriculteurs de patienter avant de leur donner sa vision. Est-ce qu'il n'attend pas plutôt les élections ? Ça, on peut le regretter parce qu'il ne faut pas utiliser l'agriculture comme un enjeu électoral, même si c'est le cas aujourd'hui avec les européennes. Donc il faut penser le temps long et le président de la République doit penser le temps long et doit justement apporter des solutions de long terme structurantes pour l'agriculture française et européenne pour démontrer qu'on peut produire plus, mieux et durable. C'est une question de souveraineté aujourd'hui. On voit bien tous les enjeux de géopolitique autour des céréales, par exemple. Donc il est important de pouvoir augmenter notre potentiel de production. Augmenter le potentiel de production de la ferme Europe, c'est augmenter le revenu des agriculteurs. Il y a 10 ans, en 10 ans, pour être même précis, on a perdu 100 000 exploitations, vieillissement de la population agricole. Est-ce que la profession d'agriculteur est sur le déclin ? Alors je dirais oui et non. Oui, effectivement, on vit une transition significative, c'est-à-dire que vous faites allusion effectivement à moins d'exploitations. Pour autant, la production n'a pas baissé. Ça veut dire qu'on a de plus grandes exploitations. Ça veut dire qu'on est dans un changement du modèle économique. Il faut accompagner cette transition.
C'est-à-dire les petites exploitations, il faut les accompagner, il faut les aider à se restructurer, il faut formater les plus grandes exploitations, ce qui va intéresser les jeunes agriculteurs, puisque du coup, ils vont avoir des modèles économiques plus résilients. Mais est-ce que ça veut dire du coup que l'exploitation familiale qu'on a connue, c'est fini? C'est plus le modèle de demain? C'est en transition. Je pense qu'on va aller vers une nouvelle exploitation familiale. Donc, vous avez plein de PME qui sont des boîtes familiales. Donc, ce sera pareil pour l'agriculture. Il y aura donc des boîtes familiales à l'échelle de PME, plus à l'échelle de TPE, mais avec un modèle économique résilient. Je rappelle que les agriculteurs sont des entrepreneurs et ont envie de développer leur entreprise. Donc, il faut créer le terrain de jeu pour qu'ils puissent s'exprimer pleinement pour réaliser leurs projets industriels et entrepreneuriaux. Alors vous venez de dire que ce sont des entrepreneurs, ce sont aussi des hommes et des femmes qui sont frappés quand même de plein fouet. 12 suicides par mois, un salaire inférieur à 2 000 € par mois et par foyer agricole. Tout le monde est d'accord pour soutenir les agriculteurs. On l'a entendu, on l'a vu au niveau de la population française, mais pour autant on ne veut pas payer plus cher. Donc on vous aimerait bien continuer d'ailleurs à payer moins cher. Est-ce qu'on n'est pas dans une contradiction permanente? Est-ce qu'on ne marche pas, Thierry Blandinière, sur la tête par rapport à cette situation? Si, on a la tête à l'envers, c'est ce que disaient des jeunes agriculteurs. Donc vous avez vu, les manifestations sont parties de là, effectivement. C'est qu'il faut remettre les choses à plat et montrer comment le modèle économique peut être compétitif pour adresser à la fois ce que souhaite le consommateur, c'est-à-dire des produits de qualité à un prix compétitif, et mettre au centre du jeu le revenu de l'agriculteur, qui est le moteur en fait de la production de la ferme France. Donc tout ça, c'est possible à condition de tout remettre à plat, de remettre en plat le modèle économique et de trouver des solutions. Parce qu'on peut être très compétitif dans les céréales. Vous voyez, par exemple, on exporte des céréales dans le monde entier, on est compétitif. Oui. 1 tonne sur 2 des céréales sont exportées au cours de Chicago et les céréaliers gagnent bien leur vie. Donc voilà, ça c'est une piste. Alors vous êtes un acteur majeur de l'agriculture, on le disait il y a un instant avec Jean-Marie, avec 12,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 14 500 collaborateurs, une présence dans 36 pays, donc un acteur qui pèse évidemment au niveau international. Est-ce à dire qu'il faut devenir un champion pour peser face à cette concurrence internationale? Vous avez raison, la faiblesse aujourd'hui de la France, c'est de ne pas avoir de champion, on va dire en termes d'entreprise, à l'échelle internationale, comparé aux États-Unis, aux Chinois, aux Brésiliens, aux Russes, aux Ukrainiens. Donc il s'agit maintenant de structurer, c'est tout le projet d'Invivo, un groupe à l'échelle en capacité de rivaliser avec cette compétition mondiale. C'est ce que nous faisons avec Invivo, avec le rachat de Soufflé. On l'a mentionné il y a 2 ans, donc on a doublé de taille. Il faut qu'on continue à doubler de taille, il faut qu'on arrive à être le grand groupe européen en capacité d'exporter notamment les céréales françaises dans le monde entier. Il s'agit aussi de géopolitique, je l'ai dit, de souveraineté. Et la souveraineté, ça s'exporte, c'est de la géopolitique. Et si on veut peser sur nos relations avec notamment les pays africains, le blé est un outil intéressant pour justement nouer et tisser des relations économiques et politiques à l'échelle. Alors vous êtes aussi dans une démarche du producteur, j'allais dire au consommateur, parce que vous avez créé également un réseau de distribution globale qui comprend jardinerie, boulangerie et magasins alimentaires. Pour quelles raisons allez-vous jusqu'au bout du chemin, justement ? Alors il y a 2 niveaux, il faut penser local aussi, ou agir global, ou le contraire, ça va dans les 2 sens. Et donc il faut qu'on travaille sur les 2 leviers. Et donc Invivo, c'est ça, c'est être un leader à l'exportation, mais aussi penser à la logique des filières, des territoires, et de mettre en avant les productions régionales par les magasins, par notre réseau de magasins, jardinerie. Alors justement, j'en cite quelques marques pour que les gens comprennent bien, parce qu'Invivo, la marque n'est pas forcément connue. Non. En revanche, évidemment, la marque de distribution l'est un peu plus. C'est Gamver, c'est Jardiland, c'est Delbar pour tout ce qui est jardinerie. C'est Louise également pour boulangerie. Donc vous allez jusqu'au bout du cheminement pour travailler avec le consommateur final, justement. Alors, ce que souhaite le consommateur, c'est plus de transparence sur la filière. Ouais. Donc, quand on parle des boulangeries Louise, par exemple, sur la chaîne alimentaire du blé, on est en capacité de dire que la baguette qui est achetée dans une boulangerie Louise, on sait exactement d'où elle vient. On peut remonter jusqu'à l'agriculteur et de voir dans quelles conditions cette baguette a été produite globalement. Donc, on a toute la chaîne de valeur que l'on maîtrise et du coup, on voit bien comment fonctionne le modèle économique de l'agriculteur jusqu'au boulanger, quoi. Alors, ça, c'est très intéressant, justement, pour travailler le futur et les grandes transitions économiques et alimentaires qui sont devant nous. En préparant votre interview, j'ai vu que vous avez signé un accord capitalistique avec une société qui ne parlera pas au commun des mortels, qui s'appelle, je vais la citer quand même, 2MX Organique, mais en revanche qui est porté par messieurs Niel et Zouari, ce dernier étant propriétaire de Picard, Maxi Bazar. Quel est l'intérêt d'une telle association ? Et ça sera ma dernière question avec vous, Thierry Blandinière, ce dimanche matin. C'est toujours pareil, il faut trouver des effets leviers financiers. Là, il s'agissait de faire coter notre groupe en bourse. Donc, quelque part, on a utilisé un véhicule qui s'appelle un SPAC. Je ne vais pas expliquer le détail du SPAC, mais quelque part, ça nous a permis d'accélérer la cotation en bourse de notre branche retail pour justement racheter des boulangeries comme Louise et continuer à développer notre modèle économique en France. Merci à vous.
Merci Thierry Blandinière. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'Invivo. Tout de suite, on continue à entreprendre. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Après un grand groupe, on parle de micromanagement. Cette fois-ci, ça consiste en quoi, Thomas ? Jean-Marie, vous connaissez l'expression « la confiance n'exclut pas le contrôle ». Ça vient de Lénine, ça, de mémoire. Eh bien, avec le micromanagement, on a une version très cadrée d'ailleurs du contrôle, car c'est une approche de gestion où un responsable supervise de manière totale et minutieuse les tâches de ses employés. Alors ça se traduit souvent par une implication excessive dans les moindres détails du travail de l'équipe, une surveillance constante. Alors, pourquoi un manager va y avoir recours et est-ce que c'est pas un peu négatif ? Un petit peu, parce que, mais en fait, pourquoi il y a recours ? C'est votre question. Principalement parce que la peur et la peur de la perte de contrôle de sa propre autorité et son incapacité à déléguer efficacement. Être manager, ce n'est pas si simple. Tout le monde en a conscience. Cependant, il faut savoir faire grandir les collaborateurs en acceptant de leur donner des responsabilités et aussi d'envisager qu'ils puissent commettre des erreurs. Bon, ça a l'air facile, mais on s'y prend comment ? D'abord, il doit bien se connaître, le manager, et admettre que tout ne doit pas passer par lui. Il doit accepter l'expertise du collaborateur et son besoin d'autonomie dans l'exécution de ses tâches. Il doit communiquer avec lui afin d'installer un climat de confiance qui n'étouffera pas le collaborateur. Bon, et en conclusion, c'est une pseudo-méthode à fuir, le micromanagement. Oui, parce que le micromanagement, c'est insidieux et c'est contre-productif en définitive. Il peut miner la confiance des employés, entraver leur autonomie et leur créativité et même réduire leur motivation. En fin de compte, cela peut nuire à la productivité et à la culture de l'entreprise. Écoutez, merci beaucoup Thomas Binet. Restez dans les parages. Tiens, on va parler de quoi dans Oser investir dans un instant ? Vous voyez, je vous délègue l'annonce du programme. Oui, c'est du micromanagement, ça ? C'est ça, exactement. Je vais vous dire, on va parler de déclaration d'impôts. C'est pas un sujet très sympa, mais en même temps, il faut s'y intéresser. Il faut y passer. À tout de suite. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet.